Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour sans surprise un bilan de la semaine européenne des clubs français à l'issue des huitièmes de finale de Ligue des Champions et Ligue Europa, les nouveaux éléments autour du tir au but polémique de Julián Alvarez, un bilan de la conférence de presse de Deschamps après avoir annoncé la liste de l'équipe de France pour affronter la Croatie en quart de finale de Ligue des Nations, une transition vers le classique PSG-OM sous la menace de débordement en tribune, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Plus à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, vous connaissez la recette, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like. Vous le faites malheureusement beaucoup moins ces derniers temps et c'est important pour le référencement, mais également une preuve de soutien. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Deux des trois derniers clubs français en Coupe d'Europe seront parvenus à passer le premier obstacle de la phase finale. En Ligue Europa, Lyon a fini le travail devant le STOA Bucarest grâce en partie au duo Mikotadze-Nuama, chacun double buteur, et ressort avec un écart de 6 buts au score cumulé de la double confrontation. L'OL fera désormais face à Manchester United en quart de finale avant de potentiellement affronter le vainqueur de Glasgow Rangers Athletic Bilbao dans le dernier carré. Derrière, la Ligue des Champions ne compte plus qu'un représentant tricolore. Lille avait démarré la partie de la meilleure des manières suite à l'ouverture du score de Jonathan David, mais Dortmund a ensuite inversé la tendance en seconde période. Un rêve est passé, c'était une si belle aventure, pour reprendre les titres de la presse régionale, tout de même redevable par rapport au parcours des Lillois. Le pénalty du BVB et la nationalité de l'arbitre peuvent néanmoins poser question. J'ai pas envie de polémiquer, je vous ai donné mon avis, pour moi il n'y a pas faute. Quand il y a eu la désignation de l'arbitre, pour tout vous dire, quand j'ai vu qu'il était suisse-allemand, j'ai trouvé ça assez particulier. Et à la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund en allemand exclusivement. En parallèle, personne ne pouvait manquer l'exploit du PSG. Paris s'est offert Liverpool à Anfield au terme d'une séance de tir au but, et j'ai d'ailleurs sorti une vidéo complète sur le match. Inutile de refaire l'histoire, même si deux éléments parisiens méritaient encore les honneurs. Je pense évidemment à Donnarumma et Nuno Mendes, tous deux présents dans les 11 types de l'UEFA après leur performance XXL. En dehors des clubs français, les autres affiches auront offert peu de surprises. 3-0 Aston Villa Bruges, le doublé d'Asensio auteur de 7 buts en 8 matchs sous le maillot des Villains. 2-2 Arsenal PSV, les Gunners sans forcer grâce au carton plein du match aller. 2-1 Inter Feyenoord, le dernier club italien toujours en vie. 0-2 Leverkusen Bayern, le choc allemand à sens unique et Harry Kane, premier joueur anglais à marquer 10 buts sur une campagne européenne. 3-1 Barça Benfica, le duo Yamal Rafinha à la manœuvre, sans oublier 1-0 Atlético Madrid Real Madrid, les hommes d'Ancelotti vainqueurs à l'issue d'une séance de tir au but polémique. Tout le monde connaît à présent le tableau du prochain tour. Bayern Inter, Barça Dortmund, Arsenal Real Madrid et PSG Aston Villa. Au passage, Paris serait le nouveau favori à la victoire finale, mais les événements du passé appellent à l'humilité, d'autant plus que l'adversaire suivant compte deux anciens parisiens et les retrouvailles sont devenues une malédiction, ou presque. Unai Emery est d'ailleurs motivé à un mois des hostilités. Pour moi, bien sûr, jouer contre le PSG est spécial. Je suis pas retourné m'asseoir sur un banc à Paris, je vais y revenir, c'est fantastique. Jouer un quart de finale, c'est fantastique. Nous sommes très motivés et très excités. Évidemment que jouer le PSG est difficile car ils ont montré leur capacité à jouer un football très agressif et ils ont battu la meilleure équipe d'Europe jusqu'à hier. C'est un énorme défi pour nous, pour les supporters, les joueurs, les coachs et moi aussi. Real Madrid, Bayern, Inter, Arsenal, Dortmund, il est là le niveau et nous sommes à ce niveau. On peut être fier mais on en veut plus. En parlant du Real Madrid, la qualification de la Maison Blanche fait encore débat du côté de l'Espagne. Le tir au but de Julián Alvarez est venu diviser deux camps. Certains estiment qu'il a bel et bien touché le ballon à 2 reprises, d'autres parlent d'un scandale d'arbitrage. Et les médias espagnols ne cessent de partager des informations sur le sujet depuis mercredi soir. Les principaux acteurs défendaient d'abord leur position. Diego Simeone s'est exclamé en conférence de presse jusqu'à demander aux journalistes de lever la main si le pied d'appui de l'attaquant argentin avait tapé la balle, avant d'avoir un silence et de dire question suivante. Thibaut Courtois lui a répondu sans langue de bois dans la foulée. J'en ai assez de cette victimisation, de toujours pleurer sur ce genre de choses. L'ampleur de l'affaire poussant ensuite l'UEFA à réagir par le biais d'un communiqué. Bien que minime, le joueur a touché le ballon avec son pied d'appui avant de le frapper. Selon la règle en vigueur, la VAR devait signaler à l'arbitre que le but devait être annulé. L'UEFA entamera des discussions avec la FIFA et l'IFAB pour déterminer si la règle doit être revue dans les cas où une double touche est clairement involontaire. L'instance a par la même occasion publié des preuves en images. Le ralenti semble montrer 2 contacts, mais plusieurs comptes X, anciennement Twitter, ont relayé d'autres angles comme celui de TNT Sport où c'est beaucoup moins évident.
Entre temps, l'Atlético Madrid a chargé l'UEFA. Nous savons qu'une erreur dans l'utilisation de la VAR ne change jamais l'issue finale d'un match. Même si l'erreur est prouvée, le résultat du match ne sera pas changé. Mais nous regrettons profondément cet incident et les terribles conséquences qu'il a eu pour nous. La famille du foot doit travailler en étant unie pour éviter de nouvelles situations comme celle-ci. C'est pas dans l'ADN de l'Atlético de trouver des excuses ni de dévier l'attention sur d'autres sujets. Nous allons maintenant travailler pour nos prochains défis avec ce match contre le Barça dimanche. L'arbitre a quant à lui donné sa version des faits. C'est pas vrai que Mbappé a influencé la décision. C'est moi qui ai informé les arbitres de la VAR qu'il y avait 99% de chances qu'il y ait eu double contact de la part d'Alvarez et ils ont bien vérifié. Pour être honnête, j'ai jamais été confronté à une telle situation dans ma carrière d'arbitre, mais les joueurs connaissent les règles. Au-delà du Julián Alvarez, sinon les critiques sont encore sur Vinicius. La star brésilienne est pointée du doigt après avoir réalisé un mauvais match avec un échec sur penalty en prime, mais également son comportement au coup de sifflet final à base de provocation devant les supporters de l'Atlético Madrid. Les quotidiens catalans ont ajouté qu'ils veulent lancer une procédure pour amener une sanction aux joueurs. Au passage, Romain Molina a de nouveau avancé dans une vidéo que le clan Mbappé fait tout pour que Vinicius quitte le Real Madrid l'été prochain, avant d'affirmer que Neymar lui aurait monté le crâne contre la star tricolore. L'écrivain journaliste indépendant stipule même que la Maison Blanche est globalement prisonnier du statut des joueurs, jusqu'à parler de fausse amitié. Les caméras et les réseaux sociaux ne seraient qu'une façade. C'est vraiment pas aussi beau qu'on ne le pense. L'équipe de France s'approche du premier rendez-vous de l'année. Jeudi, Deschamps a annoncé la liste des Bleus pour affronter la Croatie en quart de finale de Ligue des Nations, et quelques choix a été remarqué, dont le retour de Mbappé, mais surtout la première convocation de Désiré Doué. Dédé pense que c'est le moment après avoir débuté 2025 en fanfare. C'est tout ce qu'il peut faire de bien avec son club, où il n'est pas toujours titulaire. Quand il a joué, il a beaucoup progressé. C'est un très jeune joueur. C'est très intéressant pour nous. Ça aurait pu être plus tard, je l'ai fait là. Il pourra pas participer à l'Euro Espoir car la Coupe du Monde des clubs est prioritaire. On va pas le comparer avec des joueurs qui ont fait 10 ans de carrière. Je pense pas qu'il soit un joueur axial. À lui de confirmer tout ce qu'il fait de très bien jusqu'à maintenant. Maintenant, il lui a pas donné un ticket de visite du château de Clairefontaine. Au contraire, l'objectif c'est de tout faire pour se qualifier au Final Four. Si je prends Désiré, c'est pas pour lui dire bonjour, c'est une étape supplémentaire. Comme les 23 autres joueurs, j'ose espérer qu'il aura envie de jouer. On verra comment ça se passe. Je le considère en possibilité d'être en action. Le sélectionneur des Bleus justifie ensuite les non-sélections de Cherki et Yakliouche. Ce sont aussi de jeunes joueurs qui font de très bonnes choses avec leur club, dans des profils pas tout à fait identiques. Les places sont très chères aussi. Ils sont censés être concernés par l'Euro Espoir. Ça veut pas dire qu'ils pourraient pas venir en équipe de France A. Ce sont des qualités différentes. Il y a 3 potentiels très intéressants. Ce que peut avoir Doué, c'est sa polyvalence. Il est capable de jouer à beaucoup de postes offensifs, voire au milieu de terrain. J'avais envie que Doué soit avec nous sur ce rassemblement sans enlever forcément d'autres joueurs qui étaient là ou qui reviennent. Derrière, Deschamps évoquait le retour de Mbappé. J'ai discuté avec lui, j'ai échangé et je vous confirme ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Oui, il sera capitaine. Il y a des obligations qui deviennent de plus en plus importantes, qui exposent aussi, j'en ai conscience, mais c'est pas ma décision. Les obligations médiatiques prennent de la place et Kylian répond à ses obligations même s'il parle pas souvent à la presse. Ça prend aussi beaucoup d'énergie et peut y avoir des risques sur certaines questions et certains sujets sensibles. Kylian sait très bien qu'il y a des obligations. Il sera concerné pour les 2 conférences de presse qu'on aura. Au rayon sportif, il y a désormais une question de positionnement avec la montée en puissance de Dembélé dans l'axe. Ousmane a toujours eu beaucoup d'adresse dans le travail spécifique. De par les efforts qu'il faisait, il avait moins de lucidité. Là, il est plus près du but, il a une position axiale mais beaucoup de permutations. Il est en confiance et il a une efficacité, sinon maximale. Kylian aime bien le côté gauche mais c'est un attaquant axial qui aime avoir de la liberté et tous mes offensifs aiment en avoir. C'est pas fixe car le but est d'avoir une animation offensive la plus dangereuse possible pour l'adversaire. Dans l'idéal on veut mettre les joueurs dans la meilleure position mais c'est pas fixe. Faut aussi être le moins prévisible possible pour l'adversaire. D'ailleurs il exclut pas de s'inspirer tout bonnement du PSG, ça dépend d'avoir ou non le ballon. Le pressing faut aussi voir sur quelle période on peut le faire parce que ça demande beaucoup d'efforts. Le PSG le fait bien, il le fait même très bien. Luis Enrique dira pas le contraire, ça demande du temps et de la répétition ainsi que des automatismes. Je dis pas qu'on le fera pas mais on n'aura pas beaucoup de séances. Au-delà de récupérer et du pressing, je préfère que mon équipe ait beaucoup le ballon. Ça demande beaucoup d'efforts, d'ajustement, de rapidité aussi. La trêve internationale arrive à grands pas, mais la Ligue 1 va d'abord offrir un classique demain à 21h. PSG-OM est d'ailleurs une source d'inquiétude quant à la venue de Rabiot au Parc des Princes. Les supporters marseillais sont interdits de déplacement, mais un salarié du club de la capitale a témoigné dans les colonnes de l'équipe. On nous a demandé de prévoir le pire des scénarios. Le pire, un arrêt de la rencontre à cause de chants ou de banderoles répréhensibles. C'est surtout le retour d'Adrien qui inquiète. Les supporters attendent depuis un moment l'occasion de l'accueillir à leur manière, et on sait que sa mère sera une cible. Le PSG a même lancé une campagne de sensibilisation intitulée Supporters supportons pour rappeler au calme en quelques lignes. Les chants insultants et discriminants n'ont pas leur place dans notre enceinte. Le collectif Ultra Paris a en tout cas préparé un tifo avec des termes guerriers. Affaire à suivre. Avant de conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. Qui va rentrer pied gauche, le crochet de Yamal, qui va enrouler au deuxième poteau. Atenção a esse chute. E passe para rematar Yanguas. Yamal qui rentre à l'intérieur, il est dans la surface de réparation. La frappe de Yamal. Un contre un joué pour Mikotadze, le passement de jambe, l'accélération. Mikotadze. Beautifully, really nice weight on that pass, and nice. La regla lo que permite
complicado al Inter plantarse en la finalísima. Vamos a ver ahí a Turán. ¡Qué golazo! Tente une percée, Nico Williams le dribble, le crochet intérieur. Et comme un Girassi. The shot by Mark. Kostic a tenté. Szymanski, goal! Bref, l'équipe, c'est tout pour le fact du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexsteel. Ciao, ciao.